Pour ce premier numéro de RISMAG, direction le village de Roussillon, au cœur du Languedoc-Roussillon, pour une rencontre tout en couleurs avec le peintre-sculpteur François Tapiezzo, artiste dans l'âme depuis son plus jeune âge, puisqu'à 11 ans, suite à un premier prix, il obtient son entrée permanente à l'école des Beaux-Arts de Dijon, le début d'une grande aventure, puisqu'il quittera la Bourgogne pour la Provence en 1991, abordant ainsi une nouvelle période de sa vie, riche en événements et opportunités. Tapienzo, c'est l'art d'une mise en scène sublimée, le moment d'œuvre empreint d'une richesse humaine et personnelle, un équilibre entre mélange de matière et couleurs qui font rêver, une transcendance intemporelle qui amène au-delà de l'imaginaire. Bonjour François, comment allez-vous? Très bien. Une invitation au voyage s'impose donc. Pour l'art. Allez, c'est parti. Si vous voulez bien me suivre. Ah François, ceci c'est une véritable œuvre née de l'imaginaire. Alors nous voilà dans le cosmique. Dans le cosmique du 360 degrés qui se touche et qui se tourne. Et voilà, on est vraiment dans un autre univers à 360 degrés, toujours dans les sables et les pigments de Roussillon. Alors quand on voit un petit peu tes œuvres, il y a énormément de matières que tu utilises. Oui, Quelles oui. sont-elles? Pourrais-tu nous en faire un petit peu le détail? Ouais, c'est toujours un peu le récurrent chez moi, le sable, les Oui. pigments, l'acier, Ouais. des pièces électroniques, des pièces métalliques, des Ah oui. pièces Tu industrielles. pars même dans le domaine du recyclage? Oui, je pars dans le domaine électronique également, parce que j'aime cette composition humaine qui est déjà vraiment bien organisée, si tu veux. Et moi, je la mets dans mes C'est comme si tu la œuvres. transposais. en fait. Voilà. Je la sublime une nouvelle fois, une nouvelle vie Voilà. pour l'art. Une sorte de renaissance. C'est ça, c'est Tu ça. offres une c'est ça. renaissance à ces composants. C'est ça, une sorte de renaissance pour vivre dans les ocres de Roussillon. D'accord. Voilà. C'est un peu, je me mets au service, enfin c'est ce que la presse et mes clients disent, hein, je me remets au service de la Toi, beauté. tu es connu pour tes œuvres, tes signes. Je vois aussi que tu parles de naissance industrielle. Oui, après les portes et les signes, les hiéroglyphes, j'ai exploré ce que j'appelle la renaissance industrielle, c'est-à-dire... C'est un retravail? Oui, c'est un retravail, c'est-à-dire c'est une sublimation. Une seconde naissance. Une seconde naissance pour des pièces qui sont donc industrielles, en acier, en aluminium, de haute précision, je dirais, parce que pour l'anecdote, Airbus m'a donné des composants de l'A380, donc c'est bien la première fois où je recevais des... Une telle entreprise fait un geste comme celui-ci. Voilà, surtout avec une telle considération dans le sens où les circuits que j'ai reçus, les pièces électroniques que j'ai reçues étaient enveloppées dans du papier de soie. J'ai aimé cette façon de Tout à fait, me donner. ouais. Ah ouais. Et donc, moi je sublime ces pièces-là dans la matière, dans les sables et les pigments de Roussillon, pour une renaissance. Pour moi, la renaissance, elle est perpétuelle. Elle est perpétuelle, elle fait un cycle, c'est incessant. Et donc, cette renaissance va nous amener à de nouvelles découvertes, va nous amener à une nouvelle appréhension, à une nouvelle compréhension du monde dans lequel nous vivons. Et c'est sans cesse en mouvement. Et donc, j'aime participer à ce mouvement en présentant des pièces, des pièces qui sont déjà nées et qui revivent, pour ma part, qui revivent pour l'art. Comment définirais-tu le mouvement d'une œuvre? Excellente question. Elle a plusieurs réponses. Il y a déjà la symbolique de l'élévation dans le travail que tu vois actuellement. Donc une élévation donc, sans commencement et sans fin, symbolisée par les échelles qui sont de part et d'autre, et par cette œuvre, tu vois, par cette œuvre qui est déjà commencée et qui n'est pas terminée.
Oui. Donc sans commencement et sans fin. Il n'y a Ça, pas de c'est- limite. Il y a no limite, voilà. No limite. Donc en anglais, je préfère le terme anglais, boundlessness. C'est encore plus large, tu vois. Et donc, ça c'est le premier mouvement pour moi, chez moi. Un mouvement d'élévation. Le deuxième mouvement, il est donné par la matière qui, ici, par la traverse l'œuvre. Une troisième expression du mouvement chez moi, ici, c'est le balayage, la lumière. Qui Alors, vient. on voit bien les transitions. On voit Voilà. bien que Ah, et c'est les couleurs ne sont pas uniformes c'est ça. Et puis, et qu'il y a des différences aussi de clarté. c'est ça, c'est ça. Et alors, la presse à Shanghai, à l'exposition universelle de Shanghai en 2010, a trouvé que le mouvement, il était aussi à l'intérieur de l'œuvre, mais par les produits mêmes. Et moi je le sais depuis que je travaille avec ces pigments naturels, j'ai des changements de couleur que je peux vous faire vivre là, un peu abrupt, parce que bon, je suis obligé de couper la lumière, autrement on va pas attendre 23 heures Allez, si tu veux. hop, un petit coup de magie. Là, voilà, tu bouges pas, tu vois, regarde, c'est le pigment qui s'exprime là, Ah oui, tout à fait. simplement. On le voit notamment par les Et par les c'est- couleurs qui ressortent. Voilà, et l'œuvre va donner à lire autre chose. C'est pour ça qu'au fil et à mesure que au fur et à mesure que le soleil tourne, je dirais, la lumière dans la maison change et l'œuvre va vous offrir encore et encore des trésors. Alors tu parlais de mouvement, eh bien je vais présenter un autre mouvement, c'est-à-dire une interaction de celui qui a envie de découvrir l'art en touchant, tout simplement, par ces sculptures que j'appelle les monolithes, et par paradoxe, monolithes en mouvement. Installés sur une platine d'acier, ces parallélépipèdes à 4 faces vont vous donner tout le temps à voir quelque chose de différent. Alors, Jacques Salomé dit que ce sont des cathédrales. Alors toujours pareil, hein, sans commencement et sans fin, élévation, toujours des échelles, voilà, pour s'élever dans l'œuvre, et puis la preuve par 9, hein, c'est effectivement sans commencement et sans fin, voilà, avec un travail dans les ocres.
sculpture, François, a-t-elle une histoire? Alors oui, oui, comme toutes les aventures picturales, elle est née d'un bloc de mousse pique-fleur. Elle a commencé l'aventure dans cette taille. Et je ne savais pas vraiment ce qui allait en sortir. Et je me suis rendu compte au bout de quelques heures que de ce bloc de mousse pique-fleur était sortie une expression humaine. C'est vrai, c'est une forme plutôt sympathique. Oui, c'est un regard. C'est attachant, on s'y attache. Oui, c'est ça. C'est un regard sur le monde. Et ça m'a bien fait rire, moi qui suis plutôt dans l'architecture et dans les hiéroglyphes. C'est vrai, la première fois là, que je me suis rendu justement dans ta galerie, c'est peut-être la première œuvre qui m'a justement qui m'a tiqué. Quand j'ai vu ça, je trouvais que c'était représentatif de ton univers. C'est un petit peu ton bébé, dirons-nous. C'est ça. Alors il a fallu bien sûr une période de gestation avant l'accouchement. Voilà. Il a simplement prendre le temps. J'étais vraiment dans cette mouvance de laisser le temps au temps. C'était vraiment ça. Pour moi, quand j'ai sorti cette pièce, ça m'a tellement fait rire, mais ça m'a tellement sorti de mon architecture, de mon carré, de mes portes, de mes signes, que j'étais quand même étonné, souriant, joyeux, mais étonné. Donc il s'est passé, je dirais, au moins 2 ans avant que je finisse la pièce. Et donc ça se passe toujours très tranquillement avec moi, hein. C'est toujours dans la sérénité. Je ne suis pas assujetti au résultat. Tout en douceur. Tout le temps tranquille. Tout en douceur et en finesse. Oui, je ne cherche pas à résoudre l'histoire dans les 15 jours ou dans la semaine. Voilà, c'est là, bon d'accord, c'est bien, ça me fait rire, ok, c'est bon, ben, on verra un autre jour, quoi, on verra peut-être un autre mois. Et lui, en ce qui le concerne, c'est arrivé une autre année. Et tout arrive, voilà, tout arrive à son terme. Et en fait, après, il est passé, après 23 cm, j'ai une société qui était très intéressée, c'est le groupe Ruby, stockage de gaz dans le monde entier, qui ont été intéressés par avoir des petits modèles, voilà, des petits modèles de 12 cm que j'ai édités en porcelaine. Alors je voulais te demander un petit peu, qu'est-ce qui t'a un peu interpellé dans ce village finalement? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'exercer des activités artistiques? Je pense que c'est surtout par l'utilisation des ocres. C'est vraiment le pigment qui m'a pris et qui m'a placé là. Oui. Voilà, je pense que c'est ça. Le fait que j'utilise ce produit depuis 30 ans, être installé au terroir. Tu avais une main sous la main. Voilà, j'étais en prise directe avec. Voilà. Pour avoir toute l'aspiration voulue. Voilà, et donc c'est magique. Fameux pigments naturels, ça date, tu sais, c'est une histoire de 1780, quelque chose comme ça. Oui, oui. Voilà, c'était certainement un artiste à la base. Bon, il a trouvé ça, il a trouvé que ça colorait. Après, il s'est mis à extraire. 100 ans après, il y a eu des histoires avec la voie ferrée, donc après ça s'est développé, tu comprends cette histoire. Ça a fait de l'expansion. Voilà, ouais. c'était l'expansion totale. Et du coup, c'est le monde entier qui a profité de ces pigments, de cette coloration naturelle. Tu vois, c'est incroyable. Et ça vient de la nature. Tu vois, c'est carrément c'est la nature. Ouais. Et donc, c'est le dernier site d'extraction en Europe est ici. Voilà, dans la zone de Rustrel, hein, dans les monts du Luberon, on va dire, voilà, il y a tout un savoir-faire, il y a des secrets même, il y a des secrets de fabrication. Et comme j'utilise une vieille technique de restauration, je me régale d'avoir associé cette technique de restauration avec des pigments
avec de la colle, avec des choses... mélange de multiples matières. Voilà, des mélanges de multiples procédés, si tu veux, qui mettent en exergue le pigment. Mais le pigment, il reste quand même neutre, tu comprends? Oui. Et c'est pour ça que je dis aux gens, touchez, quoi. Nous étions pour la circonstance dans les décors du Pocacento de Saint-Cyr en Ardèche et se trouve donc à mes côtés Sylvie qui n'a été d'autre que ma collaboratrice durant toute l'élaboration du reportage sur le peintre sculpteur François Tapiezzo. Alors Sylvie, qu'est-ce que ce déambulement dans le paysage d'ocre t'a laissé au final? Un village magnifique, de l'ocre à vous couper le souffle, des couleurs chatoyantes, ensoleillantes qui vous font rêver. Moi, je vous invite à visiter le village de Roussillon et à rencontrer l'artiste peintre Tapiezzo. Voilà, donc si vous avez un appareil photographique, ma foi, une seule chose à faire, vous rendre au village de Roussillon. C'est une véritable palette de peinture, un tableau à portée de main, si je puis dire. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro sur une personnalité emblématique du monde de la montgolfière, donc direction l'Ardèche, pour un reportage qui ne devrait vraiment pas vous déplaire, n'est-ce pas Sylvie? Et puis cette fois, on va vous faire planer. On va vous faire voler, rêver. Voilà, tout un programme. À très bientôt sur Horizmag.